Le salon du bateau d'occasion Le Mille Sabords au Cruesti vous présente le Café de la Marine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie. Cette semaine, on vous emmène à l'extérieur de la cité, sur les pontons de Lorient-la-Base, où on va parler des ultimes qui font leur grand retour sur la Transat Jacques Vabre. 32 mètres de long par 23 de large, ce sont les mensurations de ces trimarans géants et volants qui fascinent le grand public. Ils seront 5 cette année à prendre le départ. Ils sont extrêmement rapides, puissants et ils devront avaler plus de milles que leurs petits camarades de course et surtout franchir 2 fois le poteau noir pour éviter des écarts trop conséquents à l'arrivée en Martinique. À l'heure des derniers préparatifs avant le convoyage pour Le Havre, 3 tandems ont accepté de nous accueillir à bord. L'optimisation de leur bateau, le fonctionnement de leur binôme, le regard sur la concurrence et sur ce nouveau parcours et leurs ambitions sur cette édition, autant de questions à leur poser. Et on va commencer par rejoindre Franck Camas et Charles Caudrelier qui attendent Gilbert sur Gitana 17. C'est parti. Bonjour Charles et Franck. Le Maxi Edmond Rothschild est aujourd'hui le bateau le plus abouti de cette grande famille ultime. Votre duo est par ailleurs très au point. Alors forcément, vous partez dans cette Transat Jacques Vabre avec l'étiquette de favori. Vous assumez ? Ce n'est pas une étiquette qui fait gagner habituellement, donc on n'y pense pas du tout, on essaye de se préparer. Effectivement, on a la chance d'avoir navigué ensemble sur Edmond Rothschild depuis 2 ans, donc ça c'est très important de refaire une course après la Brest Atlantique ensemble. Et donc on est un duo aussi ancien avec le bateau, donc ça c'est très important. Cette Transat Jacques Vabre était la première course de cette ultime, mais depuis cette classe s'est étoffée avec l'arrivée récente en plus du nouveau Banque Populaire pour Armel Lecléache, de SVR Groupe Lazartigue pour François Gabard. Cela promet une bataille acharnée sur l'Atlantique, les garçons. Ah oui, c'est sûr qu'on s'attend à une bagarre assez forte. Les bateaux, en plus, on les a pas beaucoup rencontrés, mais on les a beaucoup regardés. On a navigué un tout petit peu contre eux. On a vu tout de suite qu'il y avait du potentiel et c'est sûr que la course va être beaucoup plus disputée que les années d'avant. Donc ça, c'est sympa. Alors, cette Transat, elle vous réussit particulièrement, puisque à vous deux, vous cumulez 5 victoires. 3 pour Franck, 2 pour toi, Charles. C'est quand même un bon signe et ça veut dire que vous êtes hyper motivé pour en rajouter une. Moi, le but, c'est que jamais il me double. C'est pour ça qu'on navigue ensemble. Il sera toujours une derrière, même si on gagne celle-là. Et non, mais je trouve que c'est une très bonne formule. La Jacques Vabre en double, notamment sur les multicoques, ça permet vraiment de les mener à 100%. Souvent, en solo, on se garde une marge importante par rapport au potentiel du bateau. Et là, de pouvoir l'exploiter à 100%, c'est moins frustrant. Et moi, j'ai toujours aimé cette course pour ça. Et le solo sera pour toi dans la Route du Rhum en 2022, Charles. Oui, voilà, ça va être une bonne préparation aussi. Donc c'est bien de naviguer en double, puisque finalement, quand on est en double, on fait un peu du solo à mi-temps. Quand l'autre dort, on est en charge du bateau à 100%. Donc c'est une bonne préparation. Donc plus on fait de courses en double, plus ça m'arrange. Ouais. Alors le parcours de cette édition, il est inédit, 7500 milles du Havre à destination de la Martinique, mais avec un sacré crochet qui vous fait passer 2 fois le poteau noir et puis peut-être une remontée vers les Caraïbes un peu piégeuse. Piégeuse à cause des algues peut-être, mais oui c'est météorologiquement très intéressant. Les allers-retours comme ça nord-sud, on traverse des régions météo chacune très spécifiques avec les dépressions en Atlantique Nord, les alizés, le poteau noir et les alizés de l'hémisphère sud. Donc il va se passer plein de choses, plein de passages à niveau. Il faudra être dans les bons coups et ça ne va pas être qu'une course de vitesse et c'est ça qui est sympa dans la course au large. Alors, votre duo, comme tu l'as dit, vous l'avez dit, il est ancien. Il s'est constitué, en fait, lors de la Volvo Ocean Race, où Charles, tu étais chef de quart à bord de Groupama 4 qui était skippé par Franck. C'était en 2011-2012. Donc, c'est une relation ou une collaboration qui dure. Il y a beaucoup d'échanges, de confiance entre vous deux.
Ça a commencé bien avant, hein, puisqu'on j'ai fait partie de son premier équipage. Donc, c'est comme ça Figaro qu'on a- 2. Voilà, C'est vraiment de l'histoire ancienne. On a fait du match racing ensemble. Après, moi, j'ai commencé à devenir aussi professionnel et faire ma carrière en Figaro. Et on s'est retrouvés sur cette Volvo. Mais c'est sûr que cette Volvo, c'est 3 ans de travail, beaucoup de travail ensemble. Et puis, c'est une course extrêmement dure. Donc, on a pu tester les limites de chacun, se pousser à fond, se soutenir. Et ça crée un lien très fort, évidemment. Et puis, surtout, là, depuis 3 ans, on a la chance de travailler ensemble à plein temps. Quand on est les seuls à faire ça, avoir un coéquipier, on est tout le temps ensemble, quoi. Donc on participe aussi au développement du bateau. Souvent c'est un skipper qui rejoint un autre juste pour naviguer. Là on vit à travers Gitana Team depuis 3 ans ensemble. Donc ce bateau on le connaît par cœur et on l'a étudié, on l'a réfléchi dessus, on le fait évoluer. Donc c'est un atout énorme, c'est sûr. Franck, vous êtes différents et complémentaires en même temps. Oui, c'est important d'être différent parce que sinon on n'apprendrait pas l'un de l'autre et je crois que c'est sympa d'être poussé aussi, évidemment, pour son co-skipper, de ne pas avoir une seule réflexion, d'en avoir plusieurs, d'être très, très riche dans les prises de décision et on essaye de se tromper le moins possible. C'est pour ça qu'à deux, on pense se tromper le moins possible et il faut prendre le temps, évidemment, d'échanger beaucoup et être bien entouré. Et puis avec Charles, je sais que c'est quelqu'un de très compétent et qui réfléchit dans le bon sens. Donc on trouve des choses tous ensemble. Alors là, vous venez d'effectuer une sortie d'entraînement au large de l'Orient, mais le jeudi 30 septembre, lors d'une sortie en stage avec les autres ultimes, vous avez heurté un ovni, bilan un foil tribord endommagé. Je crois que ce n'est pas encore tout à fait réparé. Et puis en juillet aussi, vous aviez encore fait une mauvaise rencontre et cette fois, c'est le Safran Central qui avait été abîmé. C'est votre hantise dans cette transat, un terrain de jeu mal pavé. C'est la chose qu'on ne maîtrise pas. C'est sûr que pour tout le monde, hein, aujourd'hui, c'est devenu un vrai problème. Les bateaux vont de plus en plus vite, les appendices sont de plus en plus grands, donc les risques de collision sont plus importants statistiquement. Et quand on tape, comme on va vite, les dégâts sont plus importants. Donc c'est vrai que c'est un peu la loterie parfois, et c'est le côté désagréable. C'est que on essaie de tout maîtriser, de tout préparer, de tout anticiper. Ça, on peut rien y faire. Donc voilà, on va dire que statistiquement, plus on a tapé avant la course, moins on a de chance de taper pendant la course. Voilà. C'est comme le loto, malheureusement, on peut aussi gagner en ayant gagné la veille. Mais Voilà. cette année, on n'avait pas eu beaucoup de réussite là-dessus. Après, ça ne nous est jamais arrivé en course encore. On n'a jamais été obligé d'abandonner à cause d'une rencontre d'un ovni. Donc voilà, on croise les doigts pour ça, mais ça peut arriver à tout le monde et c'est toujours dommage que ça arrive, que la course se termine ou soit transformée à cause de ce genre de rencontre. Alors on vous souhaite une belle transat. On va retrouver la concurrence, 2 tomes à bord d'un bateau fiabilisé, Sodebo 3. Virginie est avec Thomas Rouxel et Thomas Coville. Oui, j'ai le plaisir d'être devant Sodebo 3 qui rentre tout juste de Nave avec les 2 Thomas, Thomas Rouxel et Thomas Coville. Merci messieurs de prendre le temps d'être avec nous dans ce café. Alors, pas facile quand même d'avoir le même prénom à bord. Je me suis dit comment je vais m'adresser à eux. Thomas, vous devez entendre non, pas celui-là l'autre. Comment vous faites? Vous avez des petits surnoms? C'est Tom quand ça se passe bien et quand c'est Thomas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est toi. Voilà, c'est ça. Alors vous étiez bien tiré la bourre en 2017 sur la Transat Jacques Vabre que tu avais remportée avec Jean-Luc Nélias. Toi tu étais donc avec Seb Josse sur Gitana. Vous avez ensuite navigué ensemble puisque tu as fait partie de l'équipage sur la tentative du trophée Jules Verne. Mais d'autres skippers, d'autres navigateurs avaient engrangé pas mal de milles sur Sodebo 3. Pourquoi le choix de Tom? Mais je pense que c'est plus lui qui m'a choisi. C'est-à-dire? En fait, j'avais fait effectivement une sélection. On est parti au trophée Jules Verne à 8. Donc il y avait 7 garçons avec moi à bord. Et je crois que pendant cette tentative de trophée Jules Verne, j'ai découvert Tom. Et je pense qu'il a découvert aussi l'univers dans lequel j'aimais naviguer. Comment j'aimais naviguer, comment j'aimais barrer, régler le bateau, le pousser ou au contraire être un peu sur la réserve. Et je crois qu'on a quasiment la même manière d'appréhender cette sensation qu'on a ou le plaisir qu'on a à bord. Et ça, c'est venu assez naturellement. Tu confirmes ça, Tom? Ouais. Et oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est agréable quand on va naviguer en double, quand on a navigué en double et quand on va continuer à naviguer en double, d'avoir le même niveau d'investissement
l'investissement qu'on met dans le bateau, à quel point on est prêt à le pousser. Et c'est sûr que quand on est raccord là-dessus, c'est plus agréable. Alors, je disais, tu avais l'habitude par le passé de naviguer plus avec Jean Knelias, qui est, on sait, un fin routeur, et il aime vraiment le côté météo. Est-ce que Tom, c'est aussi un point que tu affectionnes, ou est-ce que vous allez peut-être vous appuyer plus sur votre routeur à terre cette année, puisque c'est autorisé? Bah, moi, c'est un truc qui me plaît, la météo, c'est sûr, hein, de régater. Je l'ai fait beaucoup en Figaro et c'est vraiment un truc qui m'éclate. Après, je suis loin d'avoir l'expérience de Jean-Luc et même celle de Thomas. Et du coup, c'est un truc, c'est quelque chose qu'on fait en collaboration avec l'équipe à terre. On s'est très bien entouré à terre avec Phil Legros et Will Oxley. Et du coup, on va vraiment travailler ensemble là-dessus. Alors Thomas, j'ai l'impression qu'après de nombreuses années consacrées au solo, tu prends vraiment un plaisir énorme à partager son expérience et aussi à apprendre des autres. Alors, j'ai toujours eu ça en fait. Je pense qu'on m'a mis cette étiquette du solitaire après finalement peut-être la pugnacité que j'avais eue à aller chercher ce record autour du monde en solitaire. Et donc c'était devenu un peu une sorte de Graal. Et pour autant, que ce soit sur les Whitbread, que ce soit sur les Volvo, que ce soit sur les Jules Verne, je pense que je suis fondamentalement plus attiré par l'équipage et par l'autre, ou par la rencontre, ou par l'expérience, ou le partage, que d'être seul à bord, ou d'être effectivement dans cette introspection permanente. Cet hiver, je pense que ouais, c'est un des moments où j'ai pris le plus de plaisir à naviguer. Quand on était à 8 sur Sodebo 3, c'était vraiment quelque chose qui m'a comblé. Je crois qu'on s'est vraiment tous bien trouvés. Alors vous avez une super machine, hein. Vous avez eu le temps de la fiabiliser, de l'optimiser depuis sa mise à l'eau en 2019. La dernière modification en date, elle concerne les safrans qui seront plus longs et rétractables. Quels sont les gains attendus par rapport à ces modifs? Il y a un gain en termes de fiabilité déjà, puisque le safran au vent, du coup, il ne touchera plus l'eau. Donc on le protège un peu des impacts, juste des impacts de vagues, mais aussi des impacts potentiels avec des OFNI. Donc ça, c'est le premier gain. Et puis en plus d'avoir des safrans plus profonds en termes de performance, ça donne beaucoup plus de contrôle au bateau. Et ça, c'est un gain énorme parce que je sais pas si... on n'a pas encore assez navigué pour voir si ça nous permet d'aller plus vite en termes de performance, mais au moins en termes de contrôle, on sait qu'on a un gain énorme et ça sur la durée, sur la vitesse moyenne, c'est un gain important. Et puis il y a cet aspect sécurité. En tout cas, on sait que les OFNI, c'est aussi la bête noire. On l'a vu aussi sur vos derniers entraînements où Gitana et Banque Populaire ont touché et cassé leur appendice. Est-ce qu'il y a que les OFNI ou est-ce qu'il peut aussi y avoir, selon vous, peut-être un problème structurel qui explique qu'il y a eu de la casse sur ces appendices-là? C'est difficile de parler pour eux, hein. L'année dernière, on a touché 3 fois et c'était très dommageable, plus pour l'appendice que pour le bateau. D'ailleurs, je suis frappé à quel point, sur les ultimes en général, c'est vrai que l'appendice est souvent très abîmé. Par contre, l'environnement autour, le flotteur, la coque reste assez intègre. Donc ça c'est plutôt un bon point. On a essayé de travailler là-dessus cet hiver, sur le fait de pouvoir effectivement toucher et que ça puisse effectivement être absorbé pour une partie. Et puis sinon, on travaille sur la détection comme tout le monde et ça progresse petit à petit. On va réussir, pas à solutionner le problème, mais en tous les cas à réduire les risques. Alors 5 ultimes sont sur le départ, c'est déjà une belle victoire en soi d'avoir cette belle flotte, ce beau plateau. Quelles sont vos ambitions par rapport à vos concurrents? Où est-ce que vous espérez être à l'arrivée? Bon, on y va pour gagner, hein, c'est sûr. Non, mais toutes les courses qu'on prépare, on les fait dans cet esprit-là. Après, il va se passer énormément de choses. On n'est, je pense pas, les favoris sur le départ, mais la course va être complexe. Je pense qu'elle va être passionnante à suivre parce qu'il y aura des écarts par moment et il y aura des redistributions aussi importantes, c'est certain. Avec 2 poteaux noirs à passer. Avec 2 poteaux noirs à passer. Donc non, je pense que c'est vraiment une course qui reste très ouverte et jusqu'à l'arrivée, ça va être intéressant. Alors vous n'hésitez pas à naviguer sur des petits supports, vous êtes aussi des fans de glisse, planchistes et wingfoiler aujourd'hui. En quoi c'est important de sortir de sa zone de confort, d'essayer de nouvelles choses comme ça pour être performant sur un ultime? Alors là, c'est Tom qui est le plus aguerri à ça et il en ressort. En fait, je pense que ça fait partie de sa joie de vivre, ça fait partie de son équilibre. Ça fait partie et il m'emmène dans son univers et j'y vais assez généreusement. Ouais, vous parliez de petites conditions là qui peuvent laisser penser de wingfoil ce soir. Le soir, en fin de journée, quand tu finis ta journée par un coup de wing,
mais c'est juste parce que quelque part, le moment du décollage reste quasiment identique. Et c'est ça qui va être magique, c'est que de nos bateaux ultimes et extrêmes, on va pouvoir converser avec des gens qui sont sur un engin de plage et avec demain très certainement Monsieur Tout le Monde. Et ça, c'est très agréable d'échanger. Tomber dans l'eau et d'en rire. Ce qui n'est pas forcément le cas sur ce genre d'engin. Voilà, c'est ça, ouais. Une dernière question, est-ce qu'on a des chances de vous voir tenter un Jules Verne dans la foulée de la Jacques Vabre ou pas? On va faire les choses les unes après les autres. On va faire déjà la Jacques Vabre, on va aller chercher tout ce qu'on peut prendre avec ce bateau et faire le retour. On a une énédrome l'année prochaine qui est à préparer avec une nouvelle paire de foils qu'on va installer sur le bateau. Donc c'est quelque chose qu'on a évidemment discuté en interne dans le projet, mais qui pour l'instant serait plus après le Rhum. Merci messieurs d'avoir été avec nous dans Merci ce à café. toi. Avant de refermer cette page, on va prendre la direction de Concarneau pour retrouver Gilbert avec François Gabard et Tom Laperche, plus que jamais dans les starting blocks, avec un bateau qui lui a été mis à l'eau il y a moins de 3 mois. C'est parti. Bonjour François et Tom. François, cette Transat Jacques Vabre, ça marque ton grand retour à la compétition. On imagine que ça te démange, il y a de l'impatience. Ouais, un petit peu. C'est vrai que ça fait depuis quelques temps que j'ai pas fait de course en bateau. On a un nouveau bateau, un magnifique bateau, et on a hâte de voir ce qu'il donne et de se mesurer avec les autres petits copains. Ouais. Alors tu dis un magnifique bateau, ce bateau effectivement c'est le fruit quand même de 2 ans et demi de travail avec parfois des incertitudes, de l'angoisse aussi pour trouver un partenaire. Et ce bateau il a été mis à l'eau le 22 juillet, le délai est quand même relativement court pour le découvrir et le fiabiliser d'ici le coup de canon qui est le 7 novembre. C'est une course contre la montre pour toi et toute l'équipe? Ouais, c'est souvent le cas en course au large. On est toujours un petit peu serré par le temps. Mais là, particulièrement cette année, c'est vrai qu'entre la mise à l'eau fin juillet et le départ de la Jacques Vabre, sur un bateau aussi complexe, avec un potentiel énorme mais aussi complexe à mettre au point, à fiabiliser, c'est hyper serré. C'est un vrai challenge. Par contre, on est ravis d'avoir ce challenge parce qu'on aurait pu ne pas être au départ de cette course et on en est ravis. On est ravis d'être dans la difficulté de courir après le temps pour avoir un bateau prêt pour la Jacques Vabre. Là, on est à quelques jours du départ. On est quand même, il y a encore plein de boulot, il y a encore plein de choses à faire, il y a encore plein de choses à découvrir. On va probablement découvrir plein de choses encore pendant la course, mais on est quand même très content et très satisfait de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors Tom, toi tu dois forcément être ravi aussi de cette histoire. Tu viens du Figaro, tu viens d'ailleurs de terminer 3e de la dernière solitaire. Tu es champion de France de course au large, mais passer d'un monocoque de 10 mètres à un trimaran géant et volant, c'est une formidable opportunité, c'est un changement de dimension, il n'y a pas d'appréhension? C'est sûr que c'est une opportunité énorme de partir avec François, avec l'équipe Merconcept sur ce magnifique trimaran. C'est une chance, je suis super content de faire ça. Et pour comparer au Figaro, en fait, c'est quasiment incomparable. Je suis retourné barrer le Figaro il y a quelques jours sur une demi-journée sur Speed West France et j'avais pas l'impression d'être arrêté. C'est 2 sports complètement différents, c'est pas la même vision, c'est pas les mêmes défis, c'est pas les mêmes contraintes et en même temps, c'est pas la même chose. Et en même temps, est-ce que tu avais un peu d'expérience du multicoque? Ouais, je pense que c'est peut-être une raison pour laquelle je suis là jeune, c'est que j'avais déjà fait du multicoque pas mal en grandissant et sur des gros bateaux au large quand même sur des beaux bateaux. Donc, C'était notre seule expérience commune avant de naviguer sur le trimaran vers l'Azartic. On avait navigué une fois, c'était en Flying Phantom, donc en petit kata. Qui est un kata de 5,50 m. Notre petite expérience commune sur un bateau au préalable était en multicoque volant. Alors justement François, toi pourquoi tu as choisi Tom? Parce que justement, j'ai eu cette chance de naviguer avec lui sur ce petit bateau. Il est toujours très jeune, il était encore plus jeune, j'étais aussi un petit peu plus jeune. Et voilà, je sais que c'est un marin, il l'a montré en Figaro encore cette année, qui est capable d'accumuler de la performance et d'avoir de la continuité dans la performance, qui est quand même assez remarquable. Avec, malgré ce jeune âge et donc une forme d'inexpérience sur ces gros bateaux, déjà accumulé plein de petites expériences sur des supports volants, sur des supports rapides.
Donc voilà, tout ça donnait grosse envie de naviguer ensemble. Et je crois qu'il avait fait aussi son stage de fin d'études d'ingénieur chez Merconcept. C'était important pour... Ouais, je sais qu'il y a eu un... C'était pendant la phase de conception de M101, donc ce nouveau trimaran. Donc, il connaissait déjà un peu le c'est bateau. sûr que le fait d'avoir déjà rencontré une grosse partie de l'équipe, d'avoir un peu vu le bateau sur les plans, d'avoir un peu suivi ça, même après un peu de l'extérieur. Pouvoir être aujourd'hui en train de naviguer sur le bateau, c'est... Ce qui est justement naviguer, on en parle. Ce bateau, il semble bien né. Lors des sorties, vous avez fait une pointe à 47 nœuds. Mais ce qui parle plus à vos yeux, c'est que vous avez tenu une vitesse moyenne de 42 nœuds sur 1 heure. Donc le potentiel est là. Ouais, et puis ça, c'était il y a déjà plus d'1 mois, 1 mois et demi quasiment. Donc on a beaucoup progressé depuis. Mais en effet, on ne cherche pas à faire, c'est un bateau de course large, on ne cherche pas à faire des pointes de vitesse, on cherche à aller vite longtemps. Ce bateau, en effet, est fait pour naviguer à plus de 40 nœuds pendant plusieurs heures, voire pourquoi pas dans les années qui viennent, plusieurs jours. C'est vraiment l'objectif et c'est vrai que dès les premières navigations, arriver à tenir ce genre de moyenne, c'est quand même très rassurant alors que je sais déjà qu'on pourrait faire mieux aujourd'hui. Donc c'est hyper encourageant, ce qui ne veut pas dire qu'il reste beaucoup de boulot pour être capable de tenir ces vitesses moyennes élevées pour la Jacques Vabre dans des conditions de course avec toutes les difficultés, toutes les contraintes que ça engendre. Ça reste un bateau qui est assez extraordinaire et qui peut aller très vite longtemps. Alors comme tu le dis, il y a beaucoup de travail forcément encore pour toute l'équipe. On dit qu'il faut à peu près 1 an d'optimisation pour emmener à un meilleur niveau un bateau aussi complexe. Ça tombe bien, il y a une route du Rhum dans 1 an à peu près. C'est une belle course. Hein. Sur laquelle qui t'avait échappé sur le fil. On rappelle que c'était Francis Joyon, mais qui va forcément t'inspirer. Alors je reviens à cette Transat Jacques Vabre. Parmi les concurrents, certains comme Gitana, comme Actual d'Yves Le Blévec qui est ton ancien massif, ou comme Sodebo, ont forcément plus de 1000 dans le sillage, ont bénéficié d'optimisation progressive, mais on sait que vous êtes des compétiteurs. François, Tom, quel va être votre objectif sur cette Transat ? L'objectif, je crois que c'est d'essayer de gagner. On est là pour ça. Après, est-ce qu'on est les mieux placés pour ça ? Je ne sais pas, probablement pas, parce qu'en effet, on est vraiment dans la courbe de progression maximum. On est en train de découvrir le bateau. Et au départ de la Jacques Vabre, on n'aura encore pas tout fiabilisé, on n'aura encore pas tout compris sur le fonctionnement de ce bateau. On va progresser pendant la course. Est-ce que ça nous empêche de gagner ? Non, évidemment, et on va se mettre aucune limite. Je pense Tu avais déjà gagné une Transat avec Massif. Et j'ai déjà gagné des courses alors que j'étais pas favori, donc je ne pense pas qu'on est le bateau le mieux positionné ou considéré favori. Mais là, sur les 5 bateaux, on n'est pas très nombreux. Sur ces 5 bateaux-là, on a tous notre épingle du jeu à tirer. Et on peut tous jouer la gagne et c'est ce qu'on va faire, on va tout faire pour gagner. Tom, toi tu es en confiance, tu te dis que tout peut arriver aux côtés de François Gabard ? Tout peut arriver, je sais pas. Même le meilleur. Le meilleur, j'espère. Et puis, non, le fait de partir avec François, c'est sûr que j'ai une confiance énorme en lui, en ce qu'il a fait, en toute l'expérience qu'il a. Moi, j'apprends énormément, j'espère apporter un petit peu de temps en temps. Et puis voilà, après, en termes d'objectifs, apprendre. Et je pense que ce qui va être hyper important, c'est de réussir à, pendant la course, progresser un maximum et se remettre en question. Et c'est ce qui fera que le résultat sera bon ou pas. Enfin... Merci messieurs, on vous souhaite une très belle transat, elle sera longue, 7500 milles, et puis on va retrouver Virginie qui est dans les parages, dans cette belle ville de Concarneau. Oui Gilbert, je profite encore du soleil concarnois. Alors avant de se quitter, on voulait vous dire quelques mots des 2 autres tandems engagés dans cette catégorie. Il y a tout d'abord Actual avec Yves Le Blévec et Anthony Marchand. Yves qui, on le rappelle, avait racheté l'ancien trimaran Massif l'hiver dernier, qui a été repeint aux couleurs de son fidèle partenaire, un bateau fiable, performant, qui détient le record du Tour du Monde en solitaire et sur lequel il peut revoir ses ambitions à la hausse pour cette transat en double. Une course pour laquelle il a misé sur la polyvalence et la jeunesse en choisissant Anthony Marchand, 35 ans, grand spécialiste de la solitaire du Figaro. Il a aussi une expérience en IMOCA, sur l'Ocean Race et sur ses maxi trimarans. Et c'est une personne qui, pour reprendre les mots d'Yves, sait parfaitement s'intégrer dans une équipe et prendre soin du matériel. Voilà, Yves qui, on le rappelle, vous le savez, s'était blessé en mai dernier, mais qui a totalement récupéré et qui aura à cœur de gagner sur cette édition. Il ne s'en cache pas, il le dit. Je n'ai pas de difficulté à dire que j'y vais pour gagner. Nous n'avons
aucun complexe. Voilà, c'est dit. Autre tandem qui aura son mot à dire et qui aura à cœur d'aller chercher la victoire, c'est Armel Lecléache et Kevin Escoffier sur le maxi trimaran Banque Populaire 11, qui est aussi un des derniers nés de la classe ultime, puisqu'elle a été mise à l'eau en avril dernier. Armel et Kevin qui se connaissent parfaitement, puisqu'on rappelle qu'avant son Vendée Globe, Kevin a été l'un des piliers du bureau d'études de Banque Populaire. Il a largement contribué à la conception de ce trimaran et c'est assez logiquement qu'Armel est venu le chercher pour la prise en main de ce bateau en un temps record. Un bateau qui sera évidemment performant, mais pour lequel on a beaucoup misé aussi sur la fiabilité, la sécurité, comme le dit Armel, puisqu'il voulait tirer le son de son naufrage sur la route du Rhum 2018. Alors ce bateau, il a été victime d'une avarie lors d'un des derniers entraînements, mais voilà, c'est réparé. Le bateau sera à 100% de ses capacités au départ de cette Transat Jacques Vabre et on sait que Kevin et Armel seront également là pour truster la toute première place. Voilà pour toutes ces infos. Si vous voulez tout savoir sur ce qui se passe sur la planète voile, les dernières interviews, les plus belles images et les moments forts, eh bien regardez la semaine voile de Clara Gestin et téléchargez l'appli Planète Voile. Nous on dit un grand merci à Fabrice pour la réalisation de ce café et on se retrouve début novembre. Bye bye. Le salon du bateau d'occasion Le Mille Sabords au Crosti vous a présenté le Café de la Marine.